40 nations, 1,5 milliard de consommateurs, 40% du produit intérieur brut de la planète. Et l'idée centrale, celle qui rend tout cela possible, tient dans une formule que personne n'a prononcée à voix haute lors des discours officiels. Un système commercial qui peut fonctionner sans que les États-Unis en soient une pièce nécessaire. Pas un rêve, pas une déclaration d'hostilité, un chantier, un projet technique, précis, avancé dans les coulisses, pendant que le monde regardait ailleurs. Ce qui s'est passé à Davos, à la fin du mois de janvier 2026, ressemble en surface à ce que Davos produit chaque année. Des discours ambitieux, des formules creuses et des poignées de main qui n'obligent à rien. Mais cette fois, quelque chose était différent. Pas dans la rhétorique, dans ce qui se passait derrière. Et pour comprendre l'ampleur de ce qui est en train de se construire, il faut remonter de quelques jours avant l'ouverture du forum, à un moment où Donald Trump a offert, sans le vouloir, le meilleur argument possible à ceux qui voulaient changer les règles du jeu mondial. Le Danemark n'avait pas cédé sur le Groenland. La réponse de Washington n'a pas été une protestation diplomatique. Ce fut une menace directe de droits de douane punitifs contre un allié de l'OTAN, sur une question qui n'avait strictement rien à voir avec le commerce. Pour beaucoup de dirigeants qui faisaient leurs valises pour la Suisse, ce signal a été reçu avec une clarté absolue. Si Washington est prêt à utiliser l'accès à son marché comme une arme contre ses partenaires les plus proches, sur n'importe quel prétexte, dans n'importe quel contexte, alors la dépendance à ce marché n'est pas un atout. C'est une vulnérabilité. Et une vulnérabilité, ça se gère, ça se réduit, ça se contourne. C'est dans ce contexte que Mark Carney, Premier ministre canadien, est monté sur la tribune principale de Davos pour énoncer ce qui ressemblait à une grande idée parmi d'autres. Un pont commercial entre le bloc Indo-Pacifique et l'Union européenne. Une connexion entre les 12 membres du CPTPP, l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste, et les 27 pays de l'Union européenne. Un ensemble de presque 40 nations agissant comme une seule zone économique. Un bassin de consommateurs d'1,5 milliard de personnes. Un bloc qui contrôlerait environ 40% du produit intérieur brut mondial. Les habitués de Davos ont levé les yeux au ciel. Ils avaient entendu des formules semblables des dizaines de fois. Les grandes annonces du Forum économique mondial ont une durée de vie connue. Quelques jours de couverture presse, puis elles disparaissent dans les archives, rejoignant des centaines d'initiatives oubliées. Mais cette fois, l'erreur d'analyse était fondamentale. Carney ne décrivait pas une ambition. Il décrivait un processus déjà lancé. Et la différence entre les deux, dans ce genre d'affaires, est la différence entre un discours et un bouleversement. Parce que pendant que les délégués échangeaient leurs cartes dans les couloirs feutrés du centre des congrès de Davos, des fonctionnaires canadiens coordonnaient déjà, en parallèle, avec Bruxelles, avec Singapour, avec Tokyo et avec Canberra. Pas en termes de vision générale, en termes de cadre technique concret. Comment relier des accords commerciaux existants? Comment faire en sorte que les règles d'un traité couvrent les flux d'un autre? Comment transformer un archipel d'accords bilatéraux distincts en quelque chose qui ressemble à une zone économique intégrée, avec des standards communs et des avantages partagés? Et le détail que personne ne formulait explicitement dans les discours, celui qui donne à l'ensemble du projet sa charge géopolitique réelle, c'est que l'objectif final est de permettre à une entreprise de concevoir un produit, de le faire traverser 3 continents et de le vendre à des centaines de millions de consommateurs, sans que la chaîne d'approvisionnement ait besoin de toucher le sol américain à aucune étape. Pour saisir ce que cela signifie vraiment, il faut entrer dans un monde technique que la plupart des gens ignorent complètement, mais qui, en ce moment précis, est peut-être le terrain le plus stratégique de toute la géopolitique mondiale. Ce monde s'appelle les règles d'origine, et elles sont, en apparence, l'une des matières les plus arides du droit commercial international. En réalité, elles sont le mécanisme qui décide qui profite réellement d'un accord de libre-échange et qui en est tenu à l'écart. Une règle d'origine détermine la nationalité économique d'un produit. Pas la nationalité de l'entreprise, pas le pays de vente, mais la provenance de la valeur ajoutée, composant par composant. Chaque accord commercial a ses propres critères de seuil. Si une part trop importante de la valeur d'un produit provient de pays extérieurs à l'accord, ce produit perd ses droits au tarif préférentiel. Il est traité comme s'il venait d'un pays tiers, et taxé en conséquence. Ce qui semble être une règle comptable abstraite est en réalité la frontière réelle du commerce mondial, plus concrète et plus décisive que n'importe quelle limite géographique. Prenons un exemple précis. Une entreprise canadienne s'approvisionne en composants électroniques au Japon, assemble son équipement dans une usine à Montréal et l'exporte vers l'Allemagne. Le Canada a un accord de libre-échange avec l'Union européenne, le Japon également. Mais parce que les composants japonais traversent différents régimes commerciaux avant d'atteindre l'Allemagne, les règles d'origine peuvent décider que le produit final n'est pas suffisamment canadien, même si l'assemblage a eu lieu à 100% au Canada. Résultat, des droits de douane supplémentaires, des coûts plus élevés, une chaîne d'approvisionnement moins efficace, une friction artificielle,
créés non pas par la géographie, mais par des règles incompatibles. C'est exactement ce type de friction que le projet Carnet cherche à dissoudre. Et l'outil central pour y parvenir s'appelle l'accumulation. Le concept est simple dans son principe et révolutionnaire dans ses implications. L'accumulation est le mécanisme par lequel des pays membres d'une même zone commerciale acceptent que les composants produits dans n'importe quel pays de cette zone soient comptabilisés comme contenu local à l'intérieur de l'ensemble. Une batterie fabriquée au Japon, une puce produite au Vietnam, une transmission assemblée au Mexique. Si tous ces pays font partie du même cadre, le producteur final peut les comptabiliser comme siens. Le produit n'est pas étranger à la zone. Il en est natif, quelle que soit la complexité du chemin qu'il a parcouru pour être assemblé. Appliqué à 40 pays représentant 40% du PIB mondial, ce principe change la structure fondamentale des flux économiques planétaires. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment, abonnez-vous et laissez un like. Ce que nous décrivons ici n'est pas une nuance de politique commerciale, c'est le début d'un réordonnancement des rapports de force économiques que nous n'avons pas vu à cette échelle depuis la fin de la guerre froide. Imaginez une entreprise automobile allemande. Elle s'approvisionne en batterie au Japon, en semi-conducteurs à Singapour, ouvre une ligne d'assemblage au Mexique et vend ses véhicules à travers l'Europe et l'Asie. Avec un régime de cumulation opérationnelle entre l'Union européenne et le partenariat transpacifique, toute cette chaîne reste à l'intérieur de la zone. Les composants sont considérés comme locaux. Le produit fini est local. Aucun composant américain n'est nécessaire, aucun port américain, aucun fournisseur américain, aucun régulateur américain. Et pourtant, cette entreprise accède à 1,5 milliard de consommateurs dans des conditions préférentielles, avec des droits de douane nuls ou quasi nuls à chaque étape. Maintenant, regardez le scénario inverse. Une entreprise japonaise s'approvisionne au Vietnam, assemble en Australie et expédie vers l'Europe. Toute la chaîne bénéficie du même traitement. Ou encore, une société singapourienne qui conçoit en Malaisie, produit en Nouvelle-Zélande et vend au Canada. Même résultat. Dans ce système, les États-Unis ne sont pas punis, pas exclus par décision formelle, pas soumis à un embargo. Ils sont simplement devenus non nécessaires, rendus optionnels par l'architecture même du système. Et c'est là que le projet cesse d'être une ambition géopolitique pour devenir quelque chose de potentiellement irréversible. Parce qu'une fois que les chaînes d'approvisionnement se restructurent à l'intérieur d'un corridor commercial intégré, elles ne se redessinent pas facilement dans l'autre sens. Les investissements en capital, les contrats à long terme, les certifications de produits, les partenariats industriels, les normes techniques partagées, tout cela crée une inertie qui se mesure non pas en mois, mais en décennies. Ce qui se construit aujourd'hui dans les bureaux de Singapour et de Bruxelles, dans les délégations commerciales de Tokyo et d'Ottawa, sera toujours en place longtemps après que les personnalités politiques actuelles auront quitté la scène. Le mouvement diplomatique qui sous-tend tout cela est déjà palpable. Quelques semaines après Davos, Carnet a envoyé son représentant personnel auprès de l'Union européenne, John Hannaford, à Singapour. La mission était précise, sonder les partenaires régionaux sur leur volonté d'avancer concrètement et rapidement. Un fonctionnaire canadien a confirmé, sous couvert d'anonymat, que les travaux progressaient réellement et que les discussions avec les partenaires à travers le monde avaient été très productives. La formule est diplomatique, mais ce qu'elle révèle est sans ambiguïté. Les négociations ne sont pas une promesse future. Elles se déroulent maintenant, dans les niveaux techniques de la bureaucratie commerciale internationale, là où les grandes transformations se fabriquent avant d'être annoncées. Des représentants de plusieurs pays du partenariat transpacifique ont confirmé la même réalité. Les discussions avec l'Union européenne sont actives, soutenues, et l'intérêt est réel des deux côtés de l'équation. De Bruxelles à Tokyo, d'Ottawa à Canberra, des équipes de fonctionnaires travaillent les détails techniques qui devront transformer la formule de Davos en règles contraignantes, en obligations mesurables, en système de contrôle opérationnel. Le secteur privé européen a commencé à faire ses propres calculs. La Chambre de commerce et d'industrie allemande, l'une des voix les plus écoutées du monde industriel européen, a dit clairement que la possibilité de combiner les règles d'origine de différents accords de libre-échange est un outil extrêmement précieux pour les entreprises qui opèrent sur les marchés mondiaux. Clément Cobert, directeur de la politique commerciale, a ajouté que l'harmonisation de ces règles constituerait en soi un avantage significatif, même avant qu'un seul nouveau produit soit fabriqué. Et il a soulevé une dynamique encore plus importante. Si les entreprises voient des bénéfices concrets dans différents secteurs, le succès pourrait pousser d'autres pays à rejoindre le système. Ce serait une expansion positive, auto-entretenue, une masse critique qui rend le corridor toujours plus attractif, et Washington toujours moins central. Tokyo regarde la situation avec la même attention calculatrice. Un responsable commercial japonais a déclaré que son pays voit une grande valeur dans l'expansion des échanges entre l'Union européenne
et les membres du CPTPP. Les règles d'origine et l'accumulation sont, selon lui, des pistes d'exploration intéressantes, précisément parce qu'elles renforcent directement la résilience des chaînes d'approvisionnement. La formulation est prudente. L'intention derrière est tout autre chose. Ce qui était au départ un projet canadien est en train de se transformer en stratégie collective. L'Union européenne et ses partenaires indo-pacifiques ne répondent plus seulement aux menaces tarifaires de Washington par des contre-mesures défensives. Ils redessinent les contours même de l'ordre commercial mondial. Pour saisir l'ampleur du renversement historique en cours, il faut revenir sur ce qu'était l'ordre international d'après-guerre. Pendant des décennies, l'architecture commerciale mondiale a reposé sur une promesse fondamentale que Washington formulait implicitement à ses alliés. L'intégration économique sous leadership américain serait stable et prévisible. Les règles pourraient ne pas satisfaire tout le monde à chaque instant, mais elles ne changeraient pas de manière erratique selon les humeurs d'une administration. On pouvait construire des usines, des contrats, des investissements à long terme sur la base d'une certaine constance des règles du jeu. C'était le ciment géopolitique du système libéral de l'après-guerre. L'approche de Trump a fracturé ce ciment. Les relations commerciales sont devenues transactionnelles et imprévisibles. La politique tarifaire est devenue une série d'ultimatums personnels, changeant parfois d'une déclaration à l'autre. Chaque nouvelle menace, contre le Danemark, contre l'Union européenne, contre le Canada, contre le Japon, a un peu plus érodé la conviction que Washington est un coordinateur fiable, un partenaire dont les engagements ont une durée de vie raisonnable. Et le paradoxe central de cette stratégie de pression est qu'elle produit précisément l'effet qu'elle cherche à éviter. Les alliés qui avaient accepté de structurer leurs économies autour de l'accès au marché américain se retrouvent soudainement exposés à la décision d'un seul homme. Et leur réponse rationnelle est de réduire cette exposition, pas par hostilité idéologique, par pur pragmatisme économique. Si votre relation commerciale la plus importante peut être remise en question du jour au lendemain, sans raison liée au commerce, vous diversifiez vos dépendances. C'est ce que ferait n'importe quel directeur financier responsable, dans n'importe quelle entreprise du monde. Les gouvernements, lorsqu'ils sont acculés, font exactement la même chose. Les données internes américaines racontent, elles aussi, une histoire inconfortable. Environ 90% des droits de douane introduits par l'administration ont en réalité été absorbés par les ménages américains eux-mêmes, sous forme de prix plus élevés dans les supermarchés, d'augmentation des coûts de logement, de charges d'emprunt plus lourdes pour les voitures et l'immobilier, de marges d'entreprise comprimées. La politique tarifaire censée forcer les partenaires à la capitulation a en premier lieu alourdi la facture des consommateurs américains. Pendant ce temps, ces mêmes partenaires restructuraient silencieusement leur chaîne d'approvisionnement pour ne plus dépendre du marché américain. Il existe dans ce processus quelque chose qui ressemble à une loi implacable de l'histoire économique. Quand une puissance dominante commence à utiliser l'accès à son marché comme arme politique systématique, les autres États finissent par créer des alternatives. Ce n'est pas une théorie, c'est un schéma documenté à travers les siècles. La puissance qui abuse de sa position centrale dans un système peut maintenir cette position pendant un temps, par la force de son inertie. Mais elle accélère, ce faisant, la construction du système alternatif qui la marginalisera. Ce qui rend la situation actuelle différente des précédents historiques, c'est la vitesse et la sophistication avec lesquelles l'alternative se construit. Parce que le Canada, l'Union européenne et leurs partenaires indo-pacifiques ne réinventent pas le commerce mondial à partir de zéro. Ils s'appuient sur une infrastructure existante, des dizaines d'accords bilatéraux déjà en vigueur, des institutions commerciales déjà opérationnelles, des relations diplomatiques déjà établies, et cherchent à les interconnecter de manière à créer quelque chose de qualitativement différent. Un mécanisme de cumulation des règles d'origine entre 40 pays n'est pas un nouveau traité gigantesque qui prendra 20 ans à ratifier. C'est une harmonisation technique qui peut avancer par étapes, accumulant de l'intégration à chaque accord partiel. La dimension peut-être la plus grave pour Washington sur le long terme est celle des standards normatifs. Pendant des décennies, les réglementations techniques américaines, les normes de sécurité des produits, les standards de données, les certifications industrielles ont été la référence mondiale par défaut. Pas parce que les États-Unis les imposaient par la force à chaque fois, mais parce que l'accès au marché américain était suffisamment important pour que les entreprises du monde entier s'alignent sur ces standards plutôt que de produire différentes versions pour différents marchés. Si un bloc de 40 pays, représentant 40% du PIB mondial, développe ses propres standards harmonisés, et si les entreprises qui veulent accéder à 1,5 milliard de consommateurs
choisissent de s'aligner sur ces standards, les normes américaines cessent d'être la référence automatique. Elles deviennent une option parmi d'autres. Pour les industries d'avenir, semi-conducteurs, batteries, intelligence artificielle, véhicules électriques, équipements médicaux, énergie renouvelable, cette migration des standards normatifs pourrait être, sur le long terme, plus lourde de conséquences que la perte de parts de marché à court terme. Parce qu'un marché peut se reconquérir, mais perdre le contrôle des standards, c'est perdre la capacité de définir les règles du jeu de l'économie de demain. Il faut aussi mentionner un acteur que ce projet ne cite pas, mais qui observe la situation avec un intérêt qu'on peut imaginer intense. La Chine n'est pas membre du CPTPP. Elle n'a pas d'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Ses relations avec plusieurs pays du partenariat transpacifique restent tendues sur de nombreux dossiers. Si un corridor commercial de 40 nations se consolide, intégrant l'Europe, une partie des Amériques, l'Australasie et l'Asie du Sud-Est, Pékin se retrouve face à un monde où ses deux principaux rivaux géopolitiques sont, chacun à leur façon, au bord du système central. Washington, par exclusion délibérée. Pékin par structure géographique et diplomatique. Ce scénario n'est pas la raison première du projet de Carney. Mais il n'est pas non plus un effet secondaire qu'on peut ignorer. La question que personne à Washington ne semble poser avec la gravité qu'elle mérite est celle-ci. Si vos alliés les plus proches construisent délibérément des architectures commerciales conçues pour fonctionner sans vous, si les entreprises commencent à optimiser leurs investissements en capital pour éviter les points de dépendance au sol américain, si les standards normatifs migrent vers un cadre que vous ne pilotez plus, combien de temps faut-il avant que la menace tarifaire perde son efficacité réelle? Combien de temps avant que brandir un droit de douane revienne à tenir en joue quelqu'un qui a déjà quitté la pièce? La réponse à cette question dépend d'une variable que personne ne contrôle entièrement. La vitesse à laquelle les industriels, les investisseurs et les dirigeants logistiques prendront leurs décisions d'allocation du capital. Les grandes restructurations de chaînes d'approvisionnement ne se décident pas en quelques semaines. Elles se préparent sur des années, par petites décisions cumulatives, où construire la prochaine usine, avec quel fournisseur signer un contrat à 10 ans, dans quel pays former les ingénieurs, selon quels standards certifier les produits. C'est dans ces décisions quotidiennes, apparemment banales, que se joue en réalité le glissement tectonique. Écrivez en commentaire où selon vous cela va mener. Et abonnez-vous. À partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. Il y a dans la trajectoire de ce projet quelque chose qui devrait attirer l'attention au-delà des cercles d'initiés du commerce international. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de tarifs et de règles d'origine. C'est une histoire sur ce qui arrive quand la confiance dans la prévisibilité d'un système disparaît. Pendant des décennies, les entreprises, les gouvernements et les investisseurs ont fait des paris sur l'avenir en supposant que l'architecture commerciale mondiale resterait relativement stable, que les règles ne changeraient pas fondamentalement d'une élection à l'autre. Cette supposition est maintenant cassée, et une fois cassée, elle est très difficile à reconstituer. La crédibilité institutionnelle se construit lentement, sur des décennies de comportements cohérents. Elle se détruit beaucoup plus vite. L'équipe au pouvoir à Washington a été prise à plusieurs reprises à ajuster des données économiques pour servir son récit politique, à écarter des fonctionnaires dont les chiffres contredisaient le message du jour. La cohérence analytique est devenue subordonnée à la communication à court terme. Et dans ce contexte, même des partenaires qui voudraient faire confiance à Washington n'ont plus de base rationnelle pour le faire. Ce mélange de pression extérieure sur les alliés, d'instabilité des règles et d'affaiblissement perçu de la fiabilité institutionnelle crée les conditions dans lesquelles les acteurs économiques rationnels décident de ne pas concentrer leurs risques sur une architecture qu'ils ne contrôlent pas. Et c'est précisément cette rationalité, agrégée sur des milliers de décisions d'entreprises et des dizaines de gouvernements, qui transforme un discours de Davos en restructuration historique. Carney a dit dans les semaines suivant son intervention que l'objectif n'est pas de punir les États-Unis, mais de construire quelque chose de résilient. C'est une formulation politiquement habile, mais elle ne change pas la mécanique profonde de ce qui est en cours. Un système conçu pour être résilient face aux pressions américaines est, par définition, un système conçu pour fonctionner sans Washington au centre. L'intention déclarée et l'effet structurel convergent vers le même résultat. Ce résultat n'est pas encore là. Le projet Carney n'est pas accompli. Les négociations sur les règles d'origine entre 40 pays sont complexes, longues, chargées de compromis difficiles et de résistances sectorielles. Des pays comme le Vietnam ou le Mexique ont leurs propres calculs géopolitiques qui ne s'alignent pas automatiquement avec la vision canadienne. L'Union européenne a ses propres divisions internes, ses propres intérêts contradictoires, ses propres délais institutionnels. Rien de ce qui vient d'être décrit n'est une conclusion.
Tout est un processus. Mais c'est précisément ce qui est le plus difficile à arrêter. Une déclaration politique peut être rétractée. Un accord signé peut être suspendu, mais un processus qui implique des dizaines de gouvernements, des milliers d'entreprises, des centaines de milliards d'investissements en cours de redirection, un tel processus a sa propre dynamique. Il n'a pas besoin d'un accord formel pour progresser. Il progresse à travers des décisions d'investissement, des choix de fournisseurs, des orientations d'ingénieurs, des formations de techniciens, des certifications obtenues auprès de telle institution plutôt que telle autre. Et c'est peut-être l'aspect le plus insaisissable et le plus puissant de ce qui se passe. La restructuration la plus profonde ne sera pas annoncée par un traité signé en grande pompe. Elle se sera déjà produite, discrètement, dans les flux de matières premières, les contrats d'approvisionnement, les décisions d'implantation industrielle, avant que quiconque à Washington ait pris conscience de l'ampleur de ce qui venait de se produire. Le coup principal de cette partie n'a peut-être pas encore été joué, mais les pièces sont déjà en mouvement.